Après 74 jours d'absence et de nombreuses rumeurs sur son état de santé, le président Paul Biya est de retour au Cameroun. Accueilli discrètement par les responsables du RDPC, son retour a été largement couvert par la CRTV malgré une apparition très brève devant les caméras. En Afghanistan, 2 travailleurs humanitaires des Nations Unies arrêtés à Héra ont été libérés après l'abandon des charges retenues contre eux. Cette affaire intervient dans un contexte de tensions croissantes avec les talibans accusés de restreindre fortement les opérations de l'ONU et les droits des femmes depuis leur retour au pouvoir en 2021. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président du Cameroun, Paul Biya, est de retour à Yaoundé après 74 jours passés hors du pays. Aucune annonce officielle de la présidence n'avait annoncé sa venue, mais le chef d'État de 93 ans a, comme pressenti, atterri dans la capitale camerounaise après un vol depuis la Suisse. Un retour au pays a un enjeu alors que les spéculations sur son état de santé étaient alimentées par son absence. Le président de 93 ans a atterri ce jeudi en fin d'après-midi après un vol parti de Genève en Suisse. Même si aucune annonce officielle n'avait été faite, les militants du RDPC, le parti au pouvoir, ont été mobilisés pour préparer son accueil. Paul Biya a quitté l'aéroport de Yaoundé en saluant la foule de sa voiture d'un geste de la main à travers la fenêtre légèrement entrouverte. La CRTV, l'organisme public de radio et de télévision camerounaise, avait déployé des grands moyens pour couvrir l'événement avec près de 200 personnes, des journalistes, des techniciens afin de retransmettre l'arrivée et la progression du cortège vers le palais présidentiel. Au final, les Camerounais massés devant leur écran de télévision ont à peine vu leur président. D'abord, un salut furtif de la main depuis la limousine présidentielle et quelques minutes plus tard, des images en léger différé du couple présidentiel en train de serrer des mains. Celle du Premier ministre et du secrétaire général de la présidence réunis pour accueillir Paul Biya et Chantal Biya au pied de l'avion. Un rationnement de la figure présidentielle qui a abondamment fait réagir sur les réseaux sociaux entre critiques du manque d'image et satisfaction de savoir le président effectivement de retour. Ce retour de Paul Biya sur le sol camerounais est venu clore une séquence entamée depuis plusieurs semaines et nourrie des rumeurs souvent alarmistes sur l'état de santé du président camerounais. Le chef de l'État, réélu en 2025 pour son 8e mandat, était absent depuis exactement 74 jours, sans aucune apparition publique ni prise de parole. Une autre séquence va s'ouvrir désormais et elle va porter sur l'agenda immédiat du chef de l'État, là encore avec de nombreuses spéculations. En Zambie, après 5 jours de rumeurs et de doutes, les autorités ont confirmé mercredi 19 août 2026 la mort du parlementaire et ancien ministre Mututwe Kafoya, tué dans un échange de tirs lors d'un raid de la police visant officiellement à démanteler une milice proche de l'opposant Brian Mundubile. Celui-ci a obtenu 38% des voix à l'élection présidentielle du 13 août, remportée par le président sortant Hakainde Hichilema avec 60% des suffrages. Ce décès et l'arrestation de plusieurs figures de l'opposition ce dernier jour renforcent les tensions post-électorales. Les silences répétés des autorités ne font qu'alimenter l'inquiétude et les suspicions une semaine après les élections générales en Zambie. Les circonstances de l'opération menée vendredi 14 août contre une résidence de l'opposant est particulièrement floue. L'inspecteur général de la police a toutefois confirmé l'arrestation des 11 personnes et affirme que des armes, des munitions et du matériel électronique ont été saisis lors du raid. L'association du barreau des Zambie s'inquiète des méthodes employées et réclame une enquête transparente, impartiale et crédible. Sur ces événements, la sécurité nationale ne peut pas être utilisée comme prétexte pour justifier l'usage excessif de la force, les arrestations arbitraires, la détention prolongée et le non-respect du droit constitutionnel, alerte-t-elle. Selon la juriste Kinda Kasunde, une trentaine de personnes auraient
été arrêtée illégalement ces derniers jours. Cette défenseuse de droits humains évoque une situation inédite en Zambie et estime que les élections générales se sont déroulées dans un climat politique défavorable. La mort d'une étudiante de 18 ans dans un accident de la route impliquant un ancien député dont l'identité vient d'être révélée est devenue un symbole de l'impunité des élites au Vietnam. L'homme a échappé à toute poursuite pénale, suscitant une vague d'indignation en ligne. Des dizaines de bouquets ont été déposés autour de l'arbre où la jeune femme a perdu la vie avant que la police n'empêche toute nouvelle hommage. L'arbre numéro 55 est devenu symbole de la colère d'une partie de la jeunesse vietnamienne. C'est contre cet arbre que Dong Ngoc Pyong Chu, une étudiante de 18 ans, a trouvé la mort en mai 2025 après avoir été percutée par un BMW roulant à vive allure. Des images de vidéosurveillance diffusées en ligne montrent un homme sortir du véhicule après l'accident sans s'attarder sur les victimes au sol. Plus tard, une femme descend de la voiture avant de quitter les lieux. Pendant plus d'1 an, l'identité du conducteur n'avait pas été officiellement révélée. Cette semaine, plusieurs médias vietnamiens ont annoncé qu'il s'agissait d'Nguyen Si Cuong, un ancien député et cadre du Parti communiste au pouvoir et dont l'épouse est la ministre de la Culture. Une information qui circulait déjà depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux mais qui n'avait jusqu'ici pas été confirmée officiellement. La révélation de l'identité du conducteur apparaît comme une rare concession dans un pays où le Parti communiste exerce un contrôle étroit sur l'information. Cette révélation a déclenché une vague d'indignation et d'hommages en ligne. Des dizaines de bouquets ont été déposés autour de l'arbre où la jeune femme a perdu la vie. Mais les autorités ont rapidement interdit les manifestations de soutien à la victime et la police veille désormais les lieux pour empêcher tout nouvel hommage. Pour tenter de contrer la vague d'indignation en ligne, les autorités vietnamiennes ont diffusé une séquence mettant en scène le père de la jeune victime, lequel soutient la décision prise. Dans un discours très édulcoré aux accents patriotiques. Sans accès, la justice est-elle seulement réservée à ceux qui possèdent le pouvoir? S'interroge une internaute sur les réseaux sociaux. Une question qui résume la colère suscitée par cette affaire devenue pour certains le symbole de soupçon d'impunité dont bénéficieraient les membres des élites politiques. L'ONU a annoncé ce jeudi 20 août 2026 la libération de 2 de ses employés détenus en Afghanistan depuis plus d'une semaine. De quoi rappeler une fois de plus la difficulté pour les organisations internationales à travailler sur place sous le régime des talibans. La raison de l'arrestation de ces 2 travailleurs de l'ONU le 9 août 2026 à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, ne leur avait pas été communiquée. Un responsable de l'instance internationale indique seulement que les charges qui pesaient contre ces 2 employés ont finalement été abandonnées et que tous 2 paraissaient être en bonne santé. La mission de l'ONU a affirmé poursuivre les contacts avec les autorités talibanes afin notamment que les privilèges et immunités accordés aux Nations Unies soient respectés, ainsi que la sécurité et la liberté de mouvement de l'ONU et de ses personnels associés. L'arrestation de 2 employés de l'ONU était intervenue à quelques jours du 5e anniversaire du retour du mouvement taliban au pouvoir, après la prise de Kaboul le 15 août 2021 et la fuite du président afghan soutenu par les Américains et une coalition occidentale. En juin déjà, à Herat, plusieurs personnels humanitaires afghans en lien avec les Nations Unies avaient été arrêtés au motif que leur barbe n'avait pas assez fourni à l'aune de la réglementation imposée par les autorités talibanes. Plus globalement, depuis début juin, la situation s'est particulièrement tendue à Herat où plusieurs dizaines de femmes accusées de ne pas avoir porté les chatours ou la burqa, des vêtements couvrant entièrement le corps, avaient été arrêtées par la police de la moralité. Parmi elles figurait une soignante de l'ONG Médecins sans frontières qui avait vivement dénoncé cette interpellation. Ces épisodes témoignent des conditions de travail de plus en plus précaires pour les agences de l'ONU en Afghanistan. Depuis 2021 et le retour au pouvoir des talibans, les Nations Unies restent présentes dans le pays pour leur mission humanitaire et de défense des droits humains, mais avec une marge de manœuvre limitée et un personnel réduit. L'une de ces agences onusiennes, la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, a par exemple perdu 35% de ses effectifs. Elles ne sont plus qu'à peine 800 personnes sur place.
Les talibans gouvernent en se fondant sur une interprétation ultra-rigoriste de la loi islamique, excluant les femmes de nombreux secteurs d'activité ainsi que de l'éducation secondaire et universitaire. Celles-ci n'ont par exemple même pas le droit d'entrer dans le locaux de l'ONU, même si elles font partie de ses employés. En Éthiopie, les autorités rebelles du Tigré accusent le gouvernement fédéral d'avoir mené jeudi 20 août 2026 une frappe de drone sur une zone résidentielle de Mekele, la capitale de la région du nord du pays. La frappe a fait au moins 13 blessés. Plusieurs maisons ont été à moitié détruites. Le climat est très tendu depuis plusieurs mois entre les rebelles et le gouvernement fédéral. Des tensions qui font craindre un nouveau conflit. À Mekelle, capitale de la région du Tigré en Éthiopie, la frappe a visé le quartier résidentiel de Daïro dans l'ouest de la ville. Plusieurs maisons ont été touchées, leurs vitres ont volé en éclats, les toitures ont été détruites et mobilier endommagé par l'impact et le verre. Le vice-président du Front de libération du peuple du Tigré, Emmanuel Assefa, accuse cette frappe du gouvernement fédéral avec pour cible des civils. Il affirme qu'un drone est aussi tombé près de l'université de Mekelle sans donner plus de détails ni donner de bilan. L'hôpital d'Aider a pris en charge les 13 blessés, les patients âgés de 2 à 60 ans, dont 5 enfants selon le coordinateur des urgences auprès de l'AFP. Parmi eux, 3 d'entre elles ont subi des blessures graves et font actuellement l'objet d'examens complémentaires, a-t-il indiqué. Depuis plusieurs mois, les forces fédérales et tigréennes sont massées de part et d'autre de la frontière du Tigré sur fond des tensions croissantes entre le pouvoir central et les autorités rebelles qui se sont affrontées entre 2020 et 2022 et s'accusent mutuellement de vouloir déclencher un nouveau conflit. Selon Getil Tronvol, spécialiste de la région de Oslo New University College en Norvège, la frappe sur Mekelle vise probablement à éliminer des cibles de haut rang au sein du Front de libération du peuple de Tigré. Pour lui, cela montre que le gouvernement est prêt à recourir à des moyens de plus en plus durs contre les forces tigréennes. C'est un incident grave. Plusieurs frappes de drones ont été signalées ces dernières semaines au Tigré, région qui comptait avant la guerre quelques 6 millions d'habitants. Mardi, les autorités rebelles avaient accusé Addis Abeba d'avoir mené une frappe de drone à environ 15 km de Mekelle. Le 1er août, des combats avaient aussi opposé les forces fédérales à celles du TPLF au Tigré, près de la frontière avec le Soudan. Les tensions s'accroissent entre le pouvoir central et les autorités rebelles qui se sont affrontées entre 2020 et 2022. Les deux s'accusent mutuellement de vouloir déclencher un nouveau conflit. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est en Éthiopie que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tiens d'info, c'est l'actualité en continu.